Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a beaucoup été demandée. C'est de faire une vidéo sur le PCT, donc la thérapie post-cycle, qui est le processus en fait à utiliser après avoir fait une cure de SARMs, donc pour retrouver des niveaux normaux de production naturelle de testostérone. Alors, qu'est-ce que la thérapie post-cycle? Donc la thérapie post-cycle ou PCT, c'est une période de traitement médicamenteux qui va suivre l'utilisation de stéroïdes anabolisants ou de SARMs. Donc la thérapie post-cycle est également l'un des sujets les plus controversés pour de nombreux utilisateurs de stéroïdes et de SARMs. Donc cela est dû en grande partie à des idées fausses qui tournent autour de ce sujet. Donc quand commencer le PCT, quels médicaments utiliser, combien de temps les utiliser et à quoi vous devez vous attendre. Donc ce sont toutes des questions courantes qu'on va aborder lors de cette vidéo. Donc pour ceux qui souhaitent avoir directement les informations sur le PCT que je recommande généralement, donc ça va être 10 mg de Nolvadex 6 à 8 semaines. Alors quel est le but du PCT? Donc lorsqu'on va compléter une cure de SARMs ou de stéroïdes anabolisants, on va supprimer la production naturelle de testostérone. Donc la testostérone, c'est la principale hormone masculine qui est essentielle à notre bien-être. Et la plupart des hommes qui vont faire une cure de stéroïdes anabolisants, ils vont toujours inclure une quantité minimale de testostérone dans leur cycle, donc qu'on appelle base de testostérone, en raison de ce facteur de suppression. Donc suite à l'utilisation de stéroïdes anabolisants exogènes, ou SARMs, la majorité des utilisateurs ils vont connaître ce qu'on appelle un crash hormonal, ou un crash post-cycle, qui est un environnement corporel dans lequel les hormones clés essentielles à la rétention de la masse musculaire nouvellement créée ont été supprimées ou fermées. Donc les principales hormones en question sont l'ALH, l'hormone lutéinisante, et la FSH, l'hormone folliculo-stimulante, et par la suite et surtout la testostérone. Donc en fait la ALH et la FSH, elles sont connues sous le nom de gonadotrophines, qui sont des hormones qui signalent aux gonades, donc les testicules, de commencer ou d'augmenter la fabrication et la sécrétion de testostérone. Donc parallèlement au faible niveau de ces hormones, l'équilibre global des hormones total sera essentiellement perturbé, de sorte que les niveaux de testostérone seront faibles et la plupart du temps, en fonction de nombreux facteurs, les niveaux d'œstrogène seront plus élevés et les niveaux de cortisol, donc une hormone stéroïde qui détruit les tissus musculaires, sera à des niveaux normaux. Avec des niveaux de testostérone bas et des niveaux de cortisol dans la plage normale, donc ou élevé, le cortisol devient maintenant une menace pour le muscle nouvellement créé, qui a été créé au cours du cycle récent donc de stéroïdes ou de SARMs. La testostérone, elle supprime et contrecarre correctement les effets cataboliques du cortisol sur les tissus musculaires. Donc également la SHBG, donc Sex Hormone Binding Globulin, qui est également une préoccupation ici car elle se lie aux hormones sexuelles testostérone et les rend inactives, les menottant essentiellement et les empêchant d'exercer leurs effets. La SHBG sera également normalement élevée pendant les semaines post-cycle en raison des niveaux supraphysiologiques d'androgènes du récent cycle de stéroïdes anabolisants ou de SARMs. Donc le corps humain y rétablira normalement ce déséquilibre hormonal et récupérera lui-même ses niveaux endogènes de testostérone au fil du temps sans aucune aide, mais des études ont démontré que sans l'intervention d'agents stimulant la testostérone, cela se produira sur une période allant jusqu'à 4 mois ou voire plus. Donc c'est évidemment assez de temps pour que le déséquilibre hormonal fasse des ravages sur le corps et entraîne la perte de la plupart ou de la totalité des muscles nouvellement gagnés pendant cette période. Par conséquent, tous les utilisateurs de stéroïdes anabolisants ou de SARMs devraient se préoccuper de la récupération hormonale la plus rapide possible, assistée et stimulée par l'utilisation appropriée de composés stimulant la testostérone. Donc en outre, la tentative de permettre de récupérer par lui-même donc les niveaux de testostérone normaux présentera une très forte probabilité de dommages endocriniens à long terme à l'HPTA au fil du temps, l'individu développant un hypogonadisme induit par les stéroïdes anabolisants, l'incapacité à fabriquer des niveaux appropriés de testostérone pour le reste de leur vie. Il est donc primordial qu'une thérapie post-cycle appropriée comprenant plusieurs composés de récupération soit utilisée non seulement pour restaurer la fonction HPTA à des niveaux normaux aussi rapidement que possible, mais également pour éviter tout dommage permanent possible qui a la priorité sur le souci de maintenir la masse musculaire récemment gagnée. Quels vont être les facteurs déterminants de la difficulté à récupérer le HPTA? Donc avec l'utilisation de stéroïdes anabolisants, il existe plusieurs facteurs déterminants majeurs dans la difficulté qu'un individu
éprouvera à récupérer son HPTA et sa fonction de testostérone endogène pendant le PCT. Donc ce sont les facteurs suivants sans ordre particulier d'importance. Donc premièrement, il y a la réponse individuelle, deuxièmement, le type de stéroïde anabolisant utilisé, et troisièmement, la durée du cycle, donc le degré de désensibilisation testiculaire. Donc premièrement, la réponse individuelle. Donc chaque individu va réagir différemment à tout produit chimique composé, stéroïdes, SARM, aliments ou médicaments qui existent. Alors que certaines personnes peuvent ne subir absolument aucune suppression ou arrêt de l'HPTA, d'autres personnes peuvent subir une suppression et un arrêt sévère de l'HPTA dans la mesure où elles peuvent nécessiter des périodes de temps beaucoup plus longues que la plupart pour assurer une récupération complète. Ceci, comme toute autre chose, est un spectre dans lequel il y a les individus très chanceux qui récupèrent très rapidement et facilement à une extrémité du spectre et les individus malchanceux qui ont des difficultés extrêmes à récupérer pendant la thérapie post-cycle. Entre les deux extrêmes se trouve la moyenne. Encore une fois, cela est dû à la programmation génétique de l'individu quant à la façon dont le HPTA répondra et tentera de maintenir l'homéostasie. Deuxième facteur, le type de stéroïde anabolisant ou de SARM utilisé. Donc tous les stéroïdes anabolisants présentent une suppression ou un arrêt de l'HPTA par les mécanismes de la boucle de rétroaction négative et il n'y a pas d'exception à cela. On dit souvent que si vous prenez un stéroïde anabolisant ou un SARM, vous ne produisez plus de testostérone, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Divers stéroïdes ou SARM sont connus pour être légèrement suppressifs, donc quelque chose comme l'anavar ou l'ostarine par exemple pour les SARM, tandis que d'autres sont connus pour être fortement suppressifs, par exemple comme le nandrolone décanoate, donc le décadurabolin, ou alors par exemple au niveau des SARM le S23. Donc dans tous les cas, peu importe à quel point un stéroïde anabolisant exerce une suppression de l'HPTA, tous les stéroïdes ou SARM, lorsqu'ils sont utilisés pendant des durées de cycle typiques de semaines à la fois, finiront par provoquer l'arrêt de l'HPTA ou supprimeront sévèrement son signal hormonal. Même si la suppression ne peut pas atteindre 100%, cela suffira dans tous les cas pour qu'il y ait un besoin de supplémentation en testostérone pendant l'utilisation en raison de la mise de votre testostérone à un niveau bas. La nécessité d'une supplémentation en testostérone pendant l'utilisation de stéroïdes anabolisants ne va pas s'appliquer aux femmes, pas plus que le besoin de PCT. Et enfin, troisième facteur, la durée du cycle. Donc ceci peut être le facteur le plus important et le plus influent. Au fur et à mesure que la durée d'utilisation des stéroïdes anabolisants se poursuit, la majorité des cellules de Leydig des testicules restent dormantes et inactives, et plus ces testicules interstitielles restent dormantes et inactives, plus il est difficile de faire en sorte que ces cellules répondent aux stimulus de LH et FSH encore une fois. Il a été découvert dans des études que le problème de récupération des cellules de Leydig après l'utilisation de stéroïdes anabolisants n'est pas dû à un manque de LH mais plutôt à la désensibilisation des cellules de Leydig à la LH. Dans une étude dans laquelle de la testostérone exogène a été administrée à des sujets masculins pendant 21 semaines, les niveaux de LH ont été supprimés peu de temps après le début de l'administration. Cependant, à la fin de la période de 21 semaines, les niveaux de LH ont augmenté dans les 3 semaines suivant l'arrêt de l'administration exogène de testostérone, mais les niveaux de testostérone n'ont augmenté que plusieurs semaines plus tard chez la plupart des sujets testés. Alors, quels vont être les médicaments à mettre en place pendant le PCT? Donc les principaux agents stimulant la testostérone pour la récupération de l'HPTA pendant la PCT sont premièrement les SERM, donc modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, et secondaire, donc l'HCG, gonadotrophine chorionique humaine, et les inhibiteurs de l'aromatase. Les classes de médicaments de la catégorie SERM comprennent donc le Nolvadex, citrate de tamoxifène, le Clomid, citrate de clomifène, le Raloxifène et Torem, citrate de torémifène. Donc la nature d'un SERM est qu'il présente des effets mixtes d'agonistes des œstrogènes et antagonistes des œstrogènes sur le corps. Cela signifie que bien qu'un SERM puisse bloquer l'effet de l'œstrogène au niveau cellulaire dans certains tissus, il peut renforcer les effets œstrogéniques dans d'autres zones du corps. Il peut s'agir d'effets positifs comme d'effets négatifs. En ce qui concerne l'effet des SERM sur la stimulation endogène de la testostérone, ils agissent comme un antagoniste des œstrogènes au niveau de l'hypophyse, déclenchant ainsi la libération de LH et de FSH. Des niveaux élevés d'œstrogènes chez les hommes peuvent supprimer et suppriment la production de testostérone endogène via la rétroaction négative. L'utilisation de SERM à cette fin est un ajout absolument essentiel à tout protocole de PCT et ne doit en aucun cas être exclu. Donc l'HCG. Donc l'HCG est un mimétique de la LH. Il s'agit d'une hormone protéique fabriquée en grande quantité par les femmes enceintes qui contiennent une sous-unité protéique identique à 100% à la LH. Par conséquent, lorsqu'elle est administrée aux hommes,
Elle limitera l'action de la LH dans les tissus cibles, tels que les testicules. Il en résulte une augmentation de la production de testostérone via la stimulation des cellules de Leydig par l'HCG. L'HCG ne doit jamais être utilisé seul car sa nature de gonadotrophine déclenchera elle-même une boucle de rétroaction négative par laquelle, une fois l'HCG utilisé, l'hypophyse arrêtera la production de LH jusqu'à ce que l'utilisation de l'HCG soit interrompue. Par conséquent, l'HCG doit être utilisé avant le PCT ou avec un SERM, souvent avec un inhibiteur de l'aromatase, car l'HCG a démontré qu'elle augmentait l'activité de l'aromatase dans les testicules, entraînant une augmentation des niveaux d'œstrogène. Et enfin, donc les inhibiteurs de l'aromatase. Il s'agit de composés comme l'aromacine, exemestane, l'arimidex, anostrazole et le létrozole, donc Femara. Plutôt que de bloquer l'activité de l'œstrogène au niveau cellulaire dans différents tissus, les inhibiteurs de l'aromatase IA servent à réduire les niveaux totaux d'œstrogène circulant dans le corps en inhibitant l'enzyme aromatase, qui est l'enzyme responsable de la conversion des androgènes en œstrogènes. La conversion des androgènes en œstrogènes entraîne des niveaux excessifs d'œstrogènes, déclenchera la boucle de rétroaction négative conduisant à la suppression de la production de testostérone en abaissant les niveaux totaux d'œstrogènes dans le plasma sanguin circulant. Les inhibiteurs de l'aromatase engageront la boucle de rétroaction négative de manière positive et entraîneront la libération de LH et de FSH pour la fabrication et la sécrétion de plus de testostérone. Cela est essentiellement dû au fait que l'hypothalamus se rend compte que les niveaux d'œstrogène circulants sont trop bas et tentera d'augmenter les niveaux circulants de testostérone afin qu'une partie de la testostérone sécrétée puisse s'aromatiser en œstrogène afin de rétablir l'équilibre hormonal. L'importance principale des inhibiteurs de l'aromatase est la capacité d'atténuer les effets œstrogéniques de l'HCG. Il est important de noter que la majorité des inhibiteurs de l'aromatase ont des interactions médicamenteuses connues avec le Nolvadex qui réduiront les taux sanguins de ces inhibiteurs de l'aromatase. Des choix très spécifiques doivent être faits en ce qui concerne l'inhibiteur de l'aromatase utilisé pendant le PCT avec quel SERM. Donc alors, au niveau du dosage des SERM, donc qu'est-ce qu'il faudra utiliser pour votre PCT? Donc pour le Nolvadex, un PCT de 5 à 10 mg par jour est recommandé. Donc dans toutes les études qui impliquent le Nolvadex, pour les doses utilisées pour stimuler la production endogène de testostérone, seuls 20 à 40 mg par jour de Nolvadex ont été utilisés. Il a été démontré que doubler la dose à 40 mg ou plus ne produira aucune différence significative dans la sécrétion endogène de testostérone. La seule raison pour laquelle beaucoup choisissent des doses quotidiennes plus élevées de Nolvadex pendant les 1 à 2 premières semaines d'un PCT est dans le but d'atteindre plus rapidement des niveaux optimaux de plasma sanguin maximal afin d'assurer une récupération plus rapide de l'HPTA. Donc cela n'est pas nécessaire et augmente simplement votre risque d'effets secondaires potentiels. De plus, la première semaine de PCT, il peut encore y avoir donc des traces de SARM stéroïdes qui vont être suppressifs, qui persistent dans la circulation sanguine, conduisant simplement à un plus grand stress oxydatif sur le corps en prenant plus de composés. Donc des études récentes ont montré que même à des doses plus faibles que celles prescrites traditionnellement, donc elles sont tout aussi efficaces. Un dosage de 5 à 10 mg par jour pendant 6 à 8 semaines. Donc les doses peuvent être réduites jusqu'à 5 mg par jour s'il y a des effets secondaires. Ensuite, au niveau du clomide, vous allez soit prendre du Nolvadex, soit prendre du clomide. Pas les deux, ça ne servira à rien. Donc pour le clomide, donc selon l'étude mentionnée donc précédemment et donc recommandée par la FDA, donc le clomide pour l'hypogonadisme devrait être exécuté à 25 mg donc tous les 2 jours, 25 mg par jour ou 50 mg tous les 2 jours. Encore une fois, les effets secondaires du clomide peuvent être assez gênants et mauvais. Donc pourquoi risquer des changements de vision ou une perte de vision avec plus de 50 à 150 mg tous les jours de clomide alors que vous pourriez simplement faire 25 mg par jour ou 50 mg tous les 2 jours et obtenir des résultats similaires. Donc le dosage d'un PCT incluant le clomide sera le suivant. Donc 6 à 8 semaines, donc 25 mg par jour ou 50 mg tous les 2 jours. Qu'en est-il du citrate d'enclomifène? Donc le clomide se comporte de 2 isomères, donc le zuclomifène et l'enclomifène. L'enclomifène est le transisomère de clomide qui est responsable de la guérison de l'hypogonadisme chez les hommes, tandis que le zuclomifène est antigonadotrope en raison de l'activation du récepteur des œstrogènes et réduit les niveaux de testostérone chez les hommes, et on pense qu'il cause certains des effets secondaires qui ont été associés au citrate de clomifène. Il a également été démontré qu'il avait des effets pernicieux sur les organes reproducteurs mâles chez la souris. Donc le dosage de l'enclomifène est encore discutable, mais des études montrent une augmentation de testostérone totale et libre, donc sans augmenter l'ADHT de manière disproportionnée, avec une administration quotidienne de 12,5 à 25 mg par jour. Bien que rare, le citrate d'enclomifène
devient de plus en plus disponible et serait le choix préféré par rapport au clomide. Il convient de mentionner qu'aucune étude n'a été menée comparant l'isomère d'enclomifène à d'autres SERM largement disponibles. Donc au niveau du dosage du citrate d'enclomifène, donc ça va être pareil 6 à 8 semaines, mais ça va être donc un dosage 2 fois inférieur au clomide traditionnel. Donc ça sera plutôt 12,5 mg par jour ou 25 mg tous les 2 jours. Donc je vais pas parler des autres SERM car j'ai pas vraiment eu d'expérience avec. Donc les deux SERM qui sont recommandés, donc ça va être soit du Nolvadex comme je vous l'ai dit, ou soit du clomide. Donc comme vous l'avez remarqué ici, donc je vous recommande un protocole qui va durer 6 à 8 semaines avec les SERM, alors qu'il est courant que de nombreuses options de PCT ne durent que 4 semaines. Donc ces protocoles utilisaient généralement le double de la dose pendant la première et ou la deuxième semaine. Donc la seule raison pour laquelle beaucoup choisissent d'utiliser le doublement de la dose pendant les 1 à 2 premières semaines d'un programme de PCT est dans le but d'atteindre plus rapidement des niveaux optimaux de plasma sanguin maximal afin d'assurer une récupération plus rapide de l'HPTA. Ce n'est pas nécessaire et ça augmente simplement votre risque d'effet négatif. Il a été étudié que plus longtemps vous êtes sur les SERM, meilleurs sont vos résultats de stimulation de la testostérone. Donc ainsi, pour éviter les effets secondaires indésirables et potentiellement obtenir de meilleurs résultats, donc c'est pourquoi j'ai choisi de vous suggérer une posologie qui va être plus faible mais sur une période supérieure à 4 semaines. Alors, à quoi s'attendre avec un PCT? Donc un bon PCT vous aidera à protéger et à maintenir certains des progrès que vous avez réalisés, même si l'afflux élevé d'hormones n'est plus là. L'afflux élevé d'hormones qui vous a aidé à réaliser vos gains, donc vos gains musculaires. Sans ce système de soutien, vous en perdrez plus de vos gains. Donc une bonne façon de voir ce qu'est le PCT, c'est de la même manière que nous voyons la nourriture. Donc les nutriments que vous mangez vous aident à construire votre corps. Les nutriments que vous mangez deviennent le système de soutien. Enlevez les nutriments et le système de soutien s'en va avec lui et le bâtiment commence à s'effondrer. Donc pour cette raison, il n'est pas rare que certains hommes commencent à consommer des calories supplémentaires pendant le PCT afin de protéger leurs gains. En termes simples, donc ils remplacent les nutriments par les hormones qui ont été supprimées. Donc cela peut aider à maintenir le poids, mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Le poids n'est que du poids. Si ce n'est pas du tissu musculaire, ça va être inutile. Donc il n'est pas rare que certains hommes vont accumuler une quantité de graisse corporelle au cours de cette phase en raison donc voilà de ce désespoir de perdre des gains et de vouloir maintenir par l'apport calorique les gains musculaires. Donc comme indiqué avant, donc le but principal du PCT c'est de stimuler la production naturelle de testostérone. Donc certains gains peuvent être perdus pendant cette période, mais ce n'est pas la fin du monde. Pour l'utilisateur de stéroïdes ou de SARM, il sera à nouveau donc en cure un jour. Pour cette période-là, vous devrez plutôt vous concentrer donc sur une récupération hormonale, continuer à s'entraîner et à manger correctement en protégeant les gains donc, que vous pouvez sans pour autant accumuler de la graisse corporelle en excès. Alors quand ne pas exécuter de PCT? Donc si vous êtes un utilisateur qui va être en cure donc plus de temps que vous ne l'êtes pas, l'exécution d'un PCT, donc ça va être plutôt contre-productif. Par exemple, donc si vous terminez une cure, mettre en œuvre un PCT puis retourner sur la cure peu après le PCT, donc c'est une pratique très dure et qui va être pas du tout bonne pour votre corps. Donc en fait, vous allez arrêter votre production naturelle de testostérone. Ensuite, vous voulez la stimuler par le PCT, puis vous l'arrêtez à nouveau. Donc vous êtes mis donc, sur des montagnes russes sans fin avec vos niveaux d'hormones qui vont faire des ravages sur votre corps. Donc pour un tel individu, il serait préférable d'utiliser une faible dose de testostérone à des niveaux thérapeutiques pendant son temps entre les cycles. Donc ce qu'on appelle un bridge dans le monde du bodybuilding. Donc ce n'est pas une approche que la plupart des hommes devraient adopter. Donc la plupart des hommes qui utilisent donc des produits anabolisants doivent se détacher et rester après la fin de PCT pendant un certain temps si la santé à long terme est importante pour eux. Une autre fois, donc ne pas utiliser le PCT. Et si on vous prescrit une thérapie de remplacement de la testostérone, donc TRT, ça ne servira à rien car vous allez être alimenté en testostérone par cette injection donc, de TRT et ça ne servira à rien de remettre en place voilà, vos niveaux naturels de testostérone à part si vous voulez arrêter votre TRT, mais ça il faudra voir avec votre médecin. Alors quand commencer le PCT? Là je vais parler du PCT donc pour les SARMs. Donc on a vu que la plupart des SARMs ils avaient une demi-vie qui était quand même plutôt courte. La plus longue demi-vie donc qu'on a retrouvée dans les études c'était pour le RAD 140, donc 60 heures. Donc ça veut dire que généralement moi je recommande de commencer le PCT en fait le lendemain de la fin de votre cure de SARMs. Donc parce que la plupart des SARMs donc la demi-vie va être autour des 24 heures, donc un peu moins ou un peu plus. Donc c'est pour ça que je vous recommande voilà, de commencer directement le
le lendemain. Est-ce qu'il faut faire une prise de sang avant, après votre PCT? Donc ça peut être une très bonne idée de faire une analyse de sang, donc après le PCT, pour voir où est votre production naturelle de testostérone. Cependant, ça va pas vraiment vous donner trop d'indications, car quand vous faites un PCT, vous stimulez artificiellement la production naturelle de testostérone. Donc la stimulation n'existerait pas sans la mise en œuvre donc des SERM. Le véritable résultat, donc ça va être celui où vos chiffres vont être bons après qu'un peu de temps soit écoulé, donc après l'utilisation des SERM, donc plusieurs mois après les SERM, car le temps qu'ils soient complètement enlevés de votre corps. Donc le premier moment donc, pour faire une analyse de sang donc, serait au moins 1 mois après l'arrêt des SERM. Il faudra alors rechercher donc, un retour à la normale donc, de la LH et de la FSH, ainsi que des niveaux de testostérone total et libre, donc aux côtés de l'œstradiol. Donc comment vous savez que vous êtes normal sur votre prise de sang? Donc si votre cure s'est déroulée correctement, vous devriez avoir obtenu une prise de sang donc avant la cure, hein. C'est généralement recommandé pour voir quels étaient vos niveaux sur cette prise de sang et les comparer alors avec ceux que vous obtenez après avoir stoppé les SERM, donc 1 mois après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le PCT vous aura plu, vous aura un peu voilà, éduqué sur le sujet. Après c'est un peu une vidéo de présentation, donc voilà, c'est pas forcément une vidéo marrante, interactive comme les présentations que j'ai pu faire sur les SARM. Mais bon, ça peut toujours aider à certaines personnes qui cherchent à comprendre comment fonctionne l'axe HPTA, comment on fait pour le remettre en marche, donc grâce au SERM notamment. Donc oui, je recommande pas d'utiliser voilà l'HCG donc avec les SARM. Personnellement, je pense que un PCT juste à base de SERM va suffire à remettre vos niveaux de testostérone voilà normaux. Voilà, on se retrouvera donc bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère, donc toujours sur le sujet des SARM. Après, je n'ai pas encore décidé voilà quel sujet j'aimerais encore aborder. Donc si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à me les donner, ça me ferait énormément plaisir voilà, d'avoir de nouvelles idées de vidéos de la part de vous notamment, car j'aimerais que ma communauté voilà, ait un impact important sur cette chaîne aussi. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à activer la cloche des notifications donc pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas également si vous avez des questions à me les poser en commentaire sous la vidéo, ou alors aller directement sur mon Instagram donc qui s'affichera ici à l'écran, donc j'y répondrai sans problème. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions volontiers. Et puis voilà, à très vite, à bientôt les gars. Life is happy, but it's so sad.